Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission L'Entretien. Depuis quelques mois maintenant, elle est à la croisée des chemins. La décentralisation en vigueur au Bénin depuis bientôt une vingtaine d'années, elle fait l'objet de réformes structurelles en vue de sa dynamisation. Mais quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui de la décentralisation après 20 années de mise en œuvre? À cette question, un ingénieur en développement local s'est intéressé à travers son ouvrage Les anecdotes de la décentralisation. On le reçoit ce soir pour parler de la décentralisation. Minakmon Stanislas Moukanling, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, sans détour, de façon basique, qu'est-ce que c'est que la décentralisation ? Merci beaucoup. La décentralisation, c'est juste le transfert du pouvoir du sommet de l'État vers la base. Et ce transfert se fait à travers une législation qui consacre, entre autres, l'élection d'autorités locales qui tiennent les rênes des communes avec l'ensemble des acteurs, des parties prenantes qui opèrent au niveau local. Alors, cela fait au moins déjà 20 ans, en tout cas une vingtaine d'années déjà, qu'on est en train d'expérimenter la décentralisation au Bénin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 20 années de mise en œuvre ? Alors, avant de procéder à un bilan, il faut savoir d'où on est parti. Je crois que les bases de la décentralisation ont été semées dans la Constitution de 1990. Qui elle aussi provient des assises nationales que nous avons organisées à la fin des années 80 et qui consacre la fin de plusieurs années, plusieurs décennies de gestion marxiste-léniniste. Oui, tout à fait. Je ne voudrais pas raviver de sombres souvenirs. Et donc à partir de 90, toutes les forces vives de la nation ont décidé, n'est-ce pas, de changer de paradigme en matière de gouvernance. C'est alors qu'il a été décidé que désormais, il faut mettre en place des organes locaux pour diriger des entités territoriales qu'on va appeler plus tard communes. Et donc, il y a eu du chemin, parce que de 1990 à 2003, où il y a eu les premières élections, nous avons eu beaucoup d'étapes majeures. En l'occurrence, l'organisation au milieu des années 90 des États généraux de l'administration territoriale. Ensuite, nous avons eu la prise des premières lois. Au départ, on avait un ensemble de 5 lois qui a été complété par la suite avec d'autres législations. Nous avons eu les premières élections entre 2002 et 2003, fin 2002, parce qu'il y avait 2 tours organisés. Et donc, le second tour, c'était en 2003, qui a été immédiatement suivi de l'installation des premiers conseils communaux et municipaux. Et donc, à partir de cet instant, nous avons commencé par expérimenter vraiment une gestion locale où des élus doivent interagir avec les organisations de la société civile et d'autres parties prenantes telles que les partenaires au développement, les services déconcentrés de l'État. Donc, pour procéder à un bilan, on peut, disons, séquencer ça sous plusieurs angles. Le premier, j'ai commencé par en parler déjà, c'est le cadre législatif et réglementaire. Au départ, il y avait 5 lois, je l'ai dit tantôt. Et il y avait des tests réglementaires, notamment les décrets, les arrêtés, les circulaires et tout le reste. Donc, c'est cet ensemble de législation et de tests réglementaires qui a permis aux acteurs de pouvoir expérimenter la décentralisation à travers des échéances, à travers des documents, à travers un certain nombre de pratiques, n'est-ce pas ? Et le second plan, c'est le plan institutionnel. Nous avons connu la création du ministère en charge de la décentralisation. Il n'y en avait pas, parce qu'au départ, c'était le ministère de l'Intérieur qui gérait un peu ce volet-là. Mais on a eu, sous le président Yahi, un ministère entièrement dédié à la décentralisation. Donc, c'est une avancée certaine. Et toujours sur le plan institutionnel, en dehors de ce ministère, c'est fait que au niveau de tous les ministères sectoriels, on devrait procéder à l'élaboration d'un plan 2D, plan de décentralisation, déconcentration, qui voit à peu près quelles sont les dispositions qu'il faut prendre au niveau de ces ministères qui n'ont pas un portefeuille entièrement consacré à la décentralisation, mais qui doivent travailler à compléter un peu le travail qui se fait au niveau du ministère de la décentralisation. Il y a le cadre stratégique. Le cadre stratégique, c'est les politiques, c'est les stratégies. Et dans le secteur de la décentralisation, le document le plus important, c'est la PONADEC,
la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, qui donne des orientations claires. Dit, lorsque nous nous engageons à faire de la décentralisation, voici le chemin à emprunter, voici les grandes actions à mettre en œuvre. Et donc, cette politique a été élaborée pour une première phase. Je crois l'année dernière, on l'a renouvelée, donc on est à Ponadec 2 maintenant. Sur quel autre plan? Nous avons le plan financier. Au départ, les communes étaient laissées à elles-mêmes, n'est-ce pas? Il fallait qu'elles se battent pour se donner les moyens de leur politique. Mais heureusement, à partir de 2008, je crois qu'on a connu l'avènement du Fonds d'appui au développement des communes, le FADEC, qui est une tuyauterie financière formidable et qui a permis de sauver beaucoup de communes d'une banqueroute, comme on le dit, parce que elles étaient presque en cessation de paiement, surtout les petites communes. Et donc, c'était venu comme un ballon d'oxygène pour les sauver. Il y a eu des transferts assez importants à partir de 2008 jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que le FADEC est en train de changer de nom avec le nouveau cadre légal. On va en parler tout à l'heure. Et donc, globalement, c'est ce qu'on peut retenir de cette expérience qu'on a vécue jusque-là. Maintenant, sur le plan infrastructurel, je crois que nous avons connu des avancées majeures. Si vous rendez dans la plupart des communes, vous voyez un grand bâtiment, l'hôtel de ville, qui est bien construit. Dans certaines communes, c'est, disons, une présentation architecturale impressionnante. Tout à fait. Et il y a eu aussi des infrastructures socio-communautaires. Dans beaucoup de communes, nous avons eu la construction des modules de salles de classe, nous avons eu des centres de santé, nous avons eu des centres communautaires. Bref, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été mises en œuvre. Maintenant, ça, c'est tout ce qui est positif. Sur le plan, disons, des couacs, des couacs, partons de la gouvernance, n'est-ce pas? Vous avez appris certainement avec moi qu'il y a eu beaucoup de destitutions, il y a eu aussi des révocations. Quand on parle de révocation, c'est le gouvernement même qui décide de cela après un rapport présenté par le préfet. Il y a le ministre qui peut suspendre le maire en attendant une décision en conseil des ministres pour révoquer le maire. Nous en avons connu à Plaoué, nous avons connu à Cotonou et à Bante aussi. Je crois que c'est les 3 cas majeurs. Il y a eu des décisions parce que le collège des élus estime que le maire ne gère pas comme il se doit et qui n'implique pas, il y a un isolement volontariste, donc il faut le sanctionner, donc il faut le destituer. Donc il y a eu ces quelques couacs, mais dans le même temps, il y a une pratique qui s'est développée, la reddition de comptes. Les tests sur la décentralisation ne l'ont pas expressément prévu, mais la reddition de comptes s'est imposée aux élus. C'est-à-dire qu'au départ, même si c'était un bilan global que les gens organisaient, avec le temps, ça s'est amélioré, ça s'est affiné. Et aujourd'hui, je crois que tous les trimestres, les conseils communaux, en l'occurrence le maire, se présente devant les populations pour dire « Vous m'avez donné de l'argent, voici ce que j'ai fait avec cet argent, voici encore les défis qui se dressent devant nous, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je crois que c'est une bonne pratique. Quand on regarde un peu dans le rétroviseur, est-ce que, de votre point de vue, d'ingénieur en développement local, de votre point de vue, est-ce que la décentralisation était nécessaire pour nous? Ah oui, je l'ai dit à la fin des années 80, vous voyez un peu le tableau. Où le pays était pratiquement à terre parce qu'il y avait une gestion centralisée, les populations n'étaient pas impliquées, elles n'étaient pas associées au choix des options fondamentales de développement. Et donc, la décision de ramener le pouvoir à la base, c'était salutaire. Et il y avait une belle dynamique au départ. Moi, j'avais la chance de travailler comme journaliste à partir de 2003. Donc, j'ai eu l'occasion vraiment de faire les grands terrains de reportage qui, disons, étaient portés sur l'élaboration des premiers plans de développement communaux. Il y avait vraiment une émulation au niveau des populations. Tout le monde veut s'essayer à la chose, contribuer. Et donc, ça a vraiment pris. Mais surtout avec le travail préliminaire réalisé par deux instances, 2 organes très importants mis en place dans le temps par le gouvernement. Il y avait la mission de décentralisation. C'est cette mission qui a vraiment préparé le terrain à l'avènement de la décentralisation du point de vue législation et cadre institutionnel. Il y avait la maison des collectivités locales
et qui a aussi procédé à la sensibilisation des populations, à les préparer aux enjeux locaux, et comment les prendre en charge et tout. Donc vraiment, au départ, c'était bien, mais avec le temps, on a senti un certain relâchement parce que les attentes des populations ne sont pas entièrement satisfaites. Parce qu'il y a le comportement de certains élus, c'est ça que nous avons essayé de dénoncer un peu dans le document, on va y arriver. Donc ça fait que cette émulation qui était à un niveau supérieur au départ a baissé un peu de cran et voilà. Alors justement, vous abordez ainsi l'ouvrage en question, les anecdotes de la décentralisation, l'ouvrage que vous avez sorti. De quelle anecdote est-ce qu'il s'agit? Avant d'aller aux anecdotes, je voudrais dire que ce document est le fruit de 20 années d'observation ininterrompue des dynamiques de développement local, tout ce qu'il y a eu comme jeu des acteurs autour de la gouvernance locale. Et donc nous avons eu la chance d'être très proches de ce terrain d'expérimentation. Nous avons parcouru les 77 communes du Bénin, nous avons vu un peu comment les acteurs interagissent. Et donc nous avons essayé de sélectionner les histoires, les subtilités, les anomalies les plus criantes que nous avons essayé de documenter. Et si vous voulez bien, on va disons, développer quelques-unes. Je prends par exemple les rapports entre l'autorité préfectorale et les communes. Vous savez que selon les textes de loi sur la décentralisation, même avec le nouveau code, je crois que ça n'a pas beaucoup changé. Et l'autorité de tutelle, c'est bien sûr le préfet qui doit, disons, observer, apprécier un certain nombre d'actes pris par les acteurs communaux. Et donc, dans cette dynamique, il me semble que certains acteurs s'écartent un peu du cadre tracé par les textes de loi sur la décentralisation. Il y a un préfet, par exemple, qui se montre plus exigeant que la loi ne lui en accorde, le pouvoir. Et donc, pour faire passer un budget, il fallait que le maire donne quelque chose. Donc, vous voyez, vous imaginez un peu, et tant que tu ne donnes pas de l'argent, et donc sans pourboire, pas de budget. C'est le titre de l'anecdote. Et donc, il y a un maire qui a résisté, n'est-ce pas? Une personnalité forte que les gens connaissent dans le pays, et qui n'est plus, disons, aux affaires au milieu, en tout cas en milieu local, et qui est toujours dans la dynamique politique, mais qui a résisté. Il a vraiment résisté. Ça a failli faire basculer la commune parce que même au 3e mois de l'année, il n'y avait pas encore de budget. Donc il y avait des difficultés. Le préfet, disons, ne voulait pas lâcher, le maire non plus. Et c'est plutôt le ministre en charge de la décentralisation qui a réglé ce problème. Et donc, on a essayé quand même de présenter un peu la situation. Mais c'est un abus de pouvoir de la part de ce préfet. C'est un abus de pouvoir, il n'y a pas une autre expression pour décrire cela. Et donc, ça peut paraître comme une dénonciation, mais c'est des faits quand même qui enrichissent un peu, qui mettent en relief les faiblesses de la décentralisation. On aurait pu aller un peu plus loin dans l'encadrement de cette tutelle, n'est-ce pas? Et donc, nous, en présentant cette situation comme ça, c'est qu'on attire l'attention des autorités, en l'occurrence le législateur, sur les failles de notre cadre légal et qu'il faut chercher à améliorer. Autre anecdote? Autre anecdote, c'est par exemple des acteurs que vous n'allez pas imaginer comme étant des acteurs majeurs de la décentralisation, mais qui en sont. Il s'agit des grogneurs, on les appelle ordinairement des grogneurs. C'est des gens qui interviennent sur les radios locales pour dénoncer des choses. Mais vous ne savez pas que dans l'antichambre, il y a des acteurs qui les missionnent. C'est le maire et en même temps son opposition locale. Le maire peut s'attacher les services d'un grogneur pour peindre en noir le comportement d'un opposant au niveau local. Dans le même temps, l'opposant peut faire du maire sniper, pas du maire, du grogneur, un sniper pour tirer à bout portant sur le maire. Tout le temps dire que le maire ne fait rien pour le développement. Donc il y a ce jeu-là qui c'est très dynamique parce que j'avais eu l'occasion de travailler sur une radio communautaire à l'intérieur du pays en tant que rédacteur en chef, donc je sais bien de quoi je parle. Et donc il y a que c'est devenu une filière.
Et l'ouvrage parle d'un vulcanisateur qui est très compétent, et qui a pris l'habit au Nigeria. Vous savez que quand on parle de vulcanisation, l'expertise au Nigeria. Il s'est fait former là-bas, il est venu ici pendant une vingtaine d'années. Il a travaillé dans ce métier, mais il s'est fait qu'il a fait de la grogne son violon d'ingre, c'est-à-dire son activité secondaire qu'il exerce désormais. Il a des lieutenants, il a des gens qu'il recrute, n'est-ce pas? Il prend le marché, donc c'est un courtier, il prend le marché et il sollicite d'autres grogneurs. Et puis, les radios sont inondées le lendemain matin avec pratiquement le même message, qu'on essaye d'habiller même avec une étoffe d'émotion. On peut même pleurer pour dénoncer. Et c'est bien dynamique tout ça là. Donc, nous avons essayé de décrire ça là aussi. C'est une nouvelle filière carrément qui est née carrément. grâce à la décentralisation. Là. Il n'y a que beaucoup de maires sont allés en prison, pas eux tous pour des motifs de mauvaise gestion. Il y en a qui, par des concours de circonstances, se sont retrouvés au bagne. Et donc, nous avons présenté quelques cas. Et récemment, vous savez qu'il y a eu un maire d'une commune pas très loin d'ici qui a été enfermé pour raison de gestion foncière, n'est-ce pas? Et donc, la commune dont on parle là, c'est devenu comme une commune maudite où tous les dirigeants qui passent à la tête de cette commune-là sont obligés de goûter à la sauce géolière. Et donc, ça devient une curiosité que nous avons essayé de présenter. Mais dans tout ça, c'est l'humour que nous mettons en avant. Qui en fait, vous peignez un problème sérieux, mais à travers l'humour. À travers l'humour. Et puis les gens, si vous avez l'occasion de lire l'ouvrage, vous allez rire fatigué. Parce que c'est des emprunts qu'on a utilisés. On a essayé de forger des noms, n'est-ce pas? Peut-être en partant des patronymes originaux. Mais tout de suite, on n'appelle pas un chat un chat. Mais on fait des déformations pour préserver un peu la dignité et, disons, la dignité du maire ou des acteurs impliqués. Voilà. Alors justement, tout ce que vous avez dépeint à travers cet ouvrage-là, est-ce que cela a reçu un écho notamment des législateurs, parce que c'est sur la base de l'expérience que cet ouvrage a été écrit. Vous l'avez dit tantôt, ça relève un peu les failles du système. Est-ce que le législateur est informé de cela? Alors, l'ouvrage a été lancé il y a à peine une semaine. C'est vrai que nous avons des retours très encourageants, surtout pour cette audace qu'on a, n'est-ce pas, de dénoncer certaines choses. Ils appellent ça dénoncer, mais nous, on estime que c'est des situations qu'on présente et qui appellent des réflexions collectives. Et donc, pour l'instant, on ne peut pas dire si le législateur est intéressé à prendre en compte le contenu ou pas. Nous continuons la promotion du livre. Nous essayons de rassembler les premiers retours pour faire une nouvelle édition avant de déposer ça en librairie. Et donc, à partir de cet instant, et puis c'est prévu aussi qu'on présente l'ouvrage à certains présidents d'institutions, à des acteurs même au niveau infracommunal, les préfectures, les communes, pour que ça inspire leur gestion future. Vous savez que nous sommes embarqués depuis l'année dernière dans une nouvelle phase de décentralisation, l'acte 2 de décentralisation avec un nouveau cadre légal. Donc nous espérons que les secrétaires exécutifs qui viennent de faire leur entrée dans un monde nouveau, qui vont s'en inspirer pour polir un peu leur action, n'est-ce pas, les rapports avec les autres parties prenantes. Alors, à l'aune de l'analyse, ou plutôt des constats que vous avez eu à faire à travers votre ouvrage, et au regard de cet acte 2 de la décentralisation qui est mis en œuvre actuellement, est-ce que, de votre point de vue, vous pensez que la décentralisation a encore de beaux jours devant elle? Oh là là, c'est un bilan qui n'est pas très satisfaisant, mais qui nous rend fiers au Bénin. Parce que nous avons l'occasion quand même de voyager dans la sous-région, même dans beaucoup d'autres pays. Et nous constatons que le chemin parcouru jusque-là par le Bénin n'est pas exempt de difficultés et tout, mais c'est quand même un chemin assez louable. J'ai présenté un peu le bilan suivant différents angles. Nous avons l'une des meilleures législations sur la décentralisation au Bénin. L'une des meilleures. Nous prenons notre temps.
Ouais. Aujourd'hui, nous sommes, malgré la réforme, nous sommes restés à un seul niveau de décentralisation. Et c'est seulement la commune qui est dotée d'une personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il n'y a pas de niveau inférieur ou supérieur qui ait ce statut-là. Donc, nous prenons notre temps pour bien expérimenter ce premier niveau. Et je crois que globalement, je vous ai parlé des infrastructures mises en place, je vous ai parlé de la bonne gouvernance, parce que en dehors des redditions de comptes, il y a les audits qui sont organisés, n'est-ce pas? Chaque année, l'État met des ressources à la disposition des communes, mais chaque année, on retourne vers les communes pour vérifier, n'est-ce pas, la qualité de la gestion de l'utilisation de ces ressources-là. Donc, si on change de cadre légal, ça ne veut pas dire forcément que ce que nous avons fait jusque-là, ce n'est pas bien. Non, au contraire. Nous changeons de cadre légal parce que nous avons recensé des faiblesses, notamment les difficultés de collaboration entre les différents acteurs. Et donc, il y avait que, au départ, nous avions une législation un peu dispersée. Je vous ai parlé de 5 lois, 2 ou 3 s'en sont rajoutées plus tard, mais il se fait que ces lois n'arrivent pas à bien s'articuler. Il y avait quelques contradictions entre certaines lois. Donc le fait d'avoir un cadre unique, un code électoral, code c'est un ensemble de législation, donc ça résout quand même d'une certaine manière ces difficultés, même si déjà avec ce code il y a quelques faiblesses qu'on a senties. Et je crois d'ailleurs qu'on va en parler. Justement, on va en parler. Il y a cette réforme des secrétaires exécutifs, vous l'abordiez tantôt, qui devrait normalement s'inspirer, en tout cas de ce qui est relaté dans ce bouquin. Les relations entre les SE et les maires aujourd'hui, on voit cette relation-là comme étant une relation conflictuelle, en tout cas de loin. Oui. Mais si on se rapproche, en fait, la loi a fait un travail magnifique en traçant des couloirs pour chaque acteur. C'est que désormais, le maire est l'autorité politique de la commune, représentant du chef de l'État dans la commune, en charge du pouvoir réglementaire. Et donc, tous les actes qui sont pris à travers les arrêtés, les circulaires, c'est le maire. Un secrétaire exécutif ne prendra jamais, disons, un arrêté au niveau communal. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il n'a pas ce pouvoir. Le maire, c'est lui qui est en charge de la coopération. La coopération. L'ordre, tout ce qui est ordre au niveau de la commune, lorsqu'il y a des manifestations, des perturbations, c'est le maire qui envoie, ce n'est pas le secrétaire exécutif qui envoie les éléments des forces de l'ordre pour calmer cela. Et donc, le secrétaire exécutif, c'est la gestion administrative. La gestion administrative, la mobilisation des ressources, n'est-ce pas? Il est l'ordonnateur du budget. Donc, c'est lui qui décide de l'utilisation. Il ordonne le budget, mais il ordonne le budget, mais le départ, c'est quoi? Le départ, c'est toujours le maire avec d'autres acteurs qu'on appelle le conseil de supervision, n'est-ce pas? Donc, c'est eux qui décident, n'est-ce pas, du format qu'il faut donner au budget. Et une fois que le budget est voté, c'est le secrétaire exécutif qui gère. Donc, le maire ne va jamais contrôler la passation de marché, ce n'est pas son rôle. Donc, en temps normal, il ne devait pas y avoir de problème. Mais nous sommes dans une crise d'apprentissage en ce moment. Nous sommes dans une crise d'apprentissage et les acteurs se cherchent encore un peu. Dans une commune qui n'est pas très loin d'ici, un secrétaire exécutif a pris un acte pour convoquer ou inviter le maire, pas inviter, convoquer le maire à une session du conseil communal. C'est aberrant. Ce n'est pas son rôle. Voilà, c'est méconnaître les tests et ça se comprend parce que nous sommes au départ et donc ça va prendre quelques temps pour se stabiliser. Sinon, normalement, dans sa version théorique, je crois que ce code-là pourra faire l'affaire. Alors, et justement, dans ce vent de réforme, il y a également la cellule de suivi, de contrôle de la gestion des communes qui a été mise en place. Est-ce que le rôle de cette cellule-là sera un peu d'aplanir ces conflits qu'il pourrait y avoir entre les différents acteurs? Alors, j'ai mon avis sur ce code, mais ce que je vais vous dire ici, c'est quoi? C'est un organe pertinent. Mais le risque, c'est que cet organe supplante le ministère en charge de la décentralisation. Lorsque vous entrez dans le cadre réglementaire tracé pour le fonctionnement de cet organe, je parlais du décret qui organise un peu cet organe, vous voyez qu'à des moments donnés, même des acteurs du ministère doivent, disons, aller demander en griffe la permission au niveau de cet organe
logés à la présidence de la République pour pouvoir aller sur le terrain ou pour poser certains actes. Et ça ressemble un peu déjà à cette structure qui est basée à la présidence où tous les tests de loi qui sont pris, quel que soit le ministère, quelle que soit l'institution de la République, doit pouvoir connaître, disons, l'avis, le contrôle de cet organe. C'est un peu la même chose, mais cette fois-ci, au niveau local, c'est pas mauvais, parce que ça va permettre vraiment d'encadrer la mise en œuvre du nouveau cadre légal. Et j'espère que les acteurs, parce que les acteurs qui sont nommés au niveau de cet organe, on les connaît, c'est des gens qui ont vraiment fait du terrain. Il y a par exemple l'ancien secrétaire permanent de la Commission nationale des finances locales, qui administre le FADEC, qui est là, qui est vice-coordonnateur. Je crois que c'est en termes de probité, c'est des gens qui maîtrisent... qui maîtrisent le paysage institutionnel de la décentralisation, la dynamique des acteurs. Il y a des secrétaires généraux, anciens SG là, qui sont membres de ce creuset. Donc, je crois que c'est un organe qui va nous aider vraiment à rester sur ce couloir tracé par la loi, pour que les objectifs fixés soient atteints, à savoir que la décentralisation, la gouvernance locale soient améliorées. Stanislas Mukani, merci, c'est tout pour cet entretien. Et oui, le temps passe très vite. Merci. Avec vous, il était question de la décentralisation et notamment de ces anecdotes sur la décentralisation au Bénin. Je rappelle que vous êtes ingénieur en développement local. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Retrouvez cet entretien sur le site de l'ORTB, le 3, www.ortb.bj, également sur la page Facebook de votre émission L'Entretien. Portez-vous bien et à très bientôt.